Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Lorsque nous enregistrons cette émission, nous sommes le mardi 7 mai 2024, je précise, au cas où vous seriez un visiteur du futur. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Chine et principalement en fait du thème général de son positionnement en tant que grande puissance mondiale, c'est-à-dire que bon, c'est une grande puissance mondiale, ça c'est incontesté, mais ça fait une dizaine voire même plus une quinzaine d'années que on me dit souvent, voilà, la Chine va être la première puissance mondiale. Et alors autant, j'ai jamais trop remis en question cette idée-là, parce que déjà c'était des grands qui me le disaient. Et moi j'avais 10 ans ou 12 ans, donc moi qu'est-ce que j'en savais, pas grand-chose. Mais je dois dire que en fait, si on m'avait du coup demandé, à ton avis, par exemple en 2012, en 2013, si on m'avait dit, à ton avis, en 2024, quelle sera la première puissance mondiale, du coup, j'aurais répondu la Chine. Et tout le monde considère, enfin, pas tout le monde, mais une grande partie de la population, la grande majorité, je pense, considère aujourd'hui que les États-Unis demeurent malgré tout la première puissance mondiale. On pourrait d'ailleurs s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire être la première puissance mondiale, parce qu'on s'appuie beaucoup sur la mesure du PIB. Or, est-ce que c'est le seul indicateur pertinent? Pas forcément. Mais donc je voulais vous demander, surtout que moi je pense que je vais apporter plutôt des informations négatives sur la Chine, et que je pense que vous êtes plus optimiste que moi sur la situation chinoise. Donc je voulais me demander de manière assez générale, en fait, la Chine est-elle surestimée ou sous-estimée, ou aussi peut-être est-elle estimée à sa juste valeur? En plus de ça, on a justement le président Xi Jinping qui est en voyage à Paris aujourd'hui, en tout cas en France. Il est peut-être pas à Paris au moment où on enregistre. C'est un salarié en ce moment. Voilà, mais en tout cas, ça faisait depuis un moment. Ça faisait au moins depuis le Covid qui était pas venu en France. Oh, il vient pas. C'est sa première visite, non? Je crois qu'il était déjà venu avant le Covid, mais il est allé aux États-Unis, je sais. En tout cas, pas depuis. Au début de la présidence de Trump. Je sais pas s'il était déjà venu en France. Il y avait Macron qui avait été en Chine, ouais. Qui s'était fait accompagner par sa gouvernante, Madame Van der Leyen. Ouais, d'ailleurs, elle est venue à Paris aussi, Van der Leyen. Il avait besoin de sa gouvernante encore parce qu'il sait pas parler aux grandes personnes sans avoir sa gouvernante. Mais non, je me souviens plus très bien, mais je me semble que peut-être me trompe, d'ailleurs ça n'a aucune importance. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir sur la Chine? Moi, j'annonce mon bouquin. En tant que financier, ouais. Je suis bullish comme un âne sur la Chine. Je vais faire une recommandation d'achat très prononcée aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer, si vous le voulez, pourquoi. Mais bien sûr. Il y a une différence entre les marchés financiers et la puissance. Mais, d'abord, il faut dire qu'en parité des pouvoirs d'achat, la Chine est la première puissance mondiale. C'est vrai. Et si vous partez en production industrielle, il y a même pas photo. Donc, si vous voulez, beaucoup de gens que les États-Unis pensent que c'est la principale puissance mondiale aujourd'hui parce que ils ont beaucoup de bateaux de guerre et parce que ils ont dominé depuis un certain temps les industries du futur. On va voir ce qui se passe dans les années qui viennent, mais ce qu'il y a de certain, c'est que les bateaux de guerre, ça aide pas les États-Unis à gagner les guerres depuis quelque temps. Et les industries du futur, les Chinois sont en train de rattraper leur retard avec une allure remarquable. Donc, voilà. Bien sûr. Et du coup, en fait, je voudrais. Ce qui ne veut pas dire que j'apprécie quoi que ce soit. Ouais, encore une fois, quand je cherche à dire quelque chose, je cherche à relever mes préférences personnelles. Ouais. Je dis simplement, la Chine va avoir, à mon avis, un immense marché haussier dans les actions dans les années qui viennent. Voilà. Ouais, non mais ça bien sûr c'est possible, même avec une situation économique d'ailleurs discutable de manière générale. Les marchés financiers, il va très bien, il est parfaitement classique. Mais voilà, du coup je voulais apporter quelques informations et puis que vous me fassiez réfléchir un peu en fait sur tout ça. Vous me disiez si c'est pertinent, pas pertinent, enfin voilà. Donc il y a pas mal d'informations contradictoires qui circulent à propos de la Chine depuis quelques temps maintenant, aussi parce que les sources peuvent avoir un biais assez énorme. De plus en plus, on observe, vous savez, on en parle sur cette chaîne, un clivage sur la question internationale entre le camp occidental globalement et le camp plutôt des BRICS, avec beaucoup
beaucoup de pays au milieu qui n'ont pas forcément un intérêt tout à fait immédiat à choisir leur camp et qui vont regarder un petit peu qui sortira vainqueur de ce conflit larvé. Donc la Chine a certes ce que nous considérons comme des défauts, à savoir que c'est un régime autoritaire, voire même on pourrait presque parler de dictature, avec un pouvoir politique sans partage et un contrôle quand même des entreprises. On se souvient à cet égard que Jack Ma, c'était le créateur d'Alibaba, avait soudainement disparu après avoir critiqué le régime en 2020. Il n'avait pas critiqué le régime, il avait dit qu'il comprenait rien à l'économie, rien à la finance, et qu'il fallait qu'il demande à Jack Ma comment organiser le système financier. Et il s'était retrouvé en train de casser des cailloux en Sibérie. Mais non, il fait froid en Sibérie. Donc, si vous voulez, il avait fait quelque chose qui ne se fait pas dans un pays confucéen, c'est-à-dire vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans vos affaires personnelles, etc. Mais vous ne critiquez pas l'empereur. Ça ne se fait pas. C'est vous mettez le désordre. Donc, on lui a fait comprendre qu'il n'était pas. Ça n'est pas être comme aux États-Unis où c'est Wall Street qui fait la politique de Washington. C'était la politique de Pékin serait faite à Pékin et non pas par M. Jack Ma. Bien sûr. C'est exactement ce qu'avait dit De Gaulle en 1962 quand il avait dit la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Et donc à cet égard, on avait vu aussi comment la Chine gérait ses confinements pendant le Covid. C'était assez musclé. Donc même si d'ailleurs il y a beaucoup de dirigeants chez nous qui se sont inspirés de la Chine pour répondre en fait au Covid, mais on a vu quand même dans la réponse de la population une différence culturelle quand même conséquente entre ces pays où on respecte l'ordre, on respecte la hiérarchie. Il y a eu beaucoup de révoltes. Oui, non, mais c'est vrai, il y a eu des révoltes. Ça s'est terminé parce que justement, ils le supportaient plus, ils ont fait des révoltes. C'est vrai, donc c'est vrai. Donc imagine que la foule chinoise est calme, c'est pas vrai du tout. Vous avez des révoltes tout le temps en Chine. Et le pouvoir, il fait très très attention. Non, c'est vrai qu'il y a eu des révoltes. Comment dire, je dirais que, à mon avis, les Européens n'auraient pas pu accepter un confinement tel qu'il a été fait en Chine, même sur une période assez courte. Mais enfin, cela dit, peut-être que je me trompe, parce qu'il y a pas mal de gens qui l'ont accepté quand même. Donc bon. Donc ça fait maintenant, oui, je disais entre 10 et 15 ans, en gros depuis le premier mandat d'Obama à peu près, que tous les observateurs disent et répètent que c'est qu'une question de temps avant que la Chine ne devienne la première puissance mondiale, notamment parce qu'à l'époque aussi la Chine avait une croissance de 10% par an, tandis que les États-Unis c'était déjà autour des 2-3, et en plus de ça la croissance était encore plus limitée après juste après la catastrophe de 2008. Alors maintenant la croissance de la Chine elle est toujours très correcte, elle est 3 ou 4% même, un peu plus, mais on est en 2024 et donc à ma connaissance la Chine n'est pas encore en tout cas considérée comme la première puissance mondiale. Alors après on peut imaginer aussi que le Covid ça a été un coup dur et que ça a fait retarder un peu la Chine parce que le pays a quand même été quasiment à l'arrêt pendant 2 ans. Il y a eu toute la faillite du secteur de l'immobilier, donc les Evergrande, Courty Garden, Sunac, c'est vraiment les plus gros promoteurs immobiliers du pays qui ont tous fait faillite. Donc du secteur de la construction, puisque dans un premier temps en fait la grande question de la Chine aussi c'était comment loger tous ses habitants, et à peine 5 ans plus tard la question c'était plutôt de savoir comment remplir tous ces logements, et d'ailleurs leur coût est en train de dévisser comme rarement vu auparavant. Donc j'ai sorti ce graphique qui témoigne du fait que voilà il y a d'ailleurs c'est plutôt sur 2020 sur 2021 pardon, notamment au 3e trimestre qu'il y a eu une grosse baisse du prix de l'immobilier, assez comparable d'ailleurs à celle aux États-Unis qui a eu lieu en 2006 au premier trimestre. Donc encore plus nette aussi que celle du Japon en 1991. Autre élément aussi que je voulais apporter, c'est du coup que la Chine a commencé sa décroissance démographique. On en avait parlé sur cette chaîne en 2022. Que le vieillissement de sa population était assez rapide, avec une natalité qui continue de baisser chaque année. On a actuellement 9 millions de naissances
par an pour 11 millions de décès, donc une décrue de 2 millions d'habitants par an en moyenne. Va donc y avoir un shift assez rapide aussi de la proportion de la population active vers une population passive. Ça, on sait pas encore comment la Chine va gérer ce truc-là. Donc, alors certains pensent que en Chine tout va bien. D'ailleurs, c'est peut-être le cas. D'ailleurs, que l'État organise bien la croissance du pays. Alors, personnellement, mais ce n'est que mon avis personnel, parce que je pense que vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'aurais tendance à penser que la libéralisation des années 90 lui a fait pas mal de bien, mais que la reprise autoritariste récente va pas forcément lui être bénéfique. Et c'est là que je voulais parler d'un concept qui est assez cher à notre copain Richard Détente, à savoir les notions de croissance ricardienne et schumpeterienne. C'est-à-dire que, pour simplifier, en gros, la croissance ricardienne, c'est en gros pour nous c'est nos 30 glorieuses. Pour la Chine, c'est plutôt de la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 2010. Donc c'est un cycle de croissance en fait assez simple dans lequel l'État facilite pas mal de choses. Il y a des choses assez simples à faire, comme construire des ponts, des routes, des ports, des aéroports, etc., qui nécessitent beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités, mais qui ont souvent beaucoup d'externalités positives, mais pas nécessairement de rendement net sur l'infrastructure. Par exemple, si vous faites un pont, une route, ça va pas être forcément en soi rentable, même si vous y mettez un péage. Et c'est pourquoi c'est souvent... Si vous y mettez un péage, ça sera encore moins rentable. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que quand si vous mettez un impôt, vous faites baisser la rentabilité. Ouais. Mais c'est... Et du coup, c'est pour ça que c'est souvent l'État qui s'y colle, du moins au moment de la construction, et ensuite c'est parfois des entreprises privées qui gèrent sur le long terme. Donc ça va permettre l'apparition derrière, si vous faites une route, de plein de commerces, ça va renforcer la mobilité, donc le nombre de travailleurs potentiels qui vivent à quelques kilomètres de leur lieu de travail. Et c'est souvent aussi des gros investissements qui nécessitent énormément donc de liquidité. Donc il y a peu d'entreprises qui peuvent être intéressés dans ce genre d'investissement, et ça représente souvent un risque que seul l'État peut porter. Et je pense que la Chine a très très bien réussi ce passage dans lequel l'État a son importance. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans un autre cycle qu'on nommerait plutôt schumpeterien, c'est-à-dire que là, les infrastructures, les grands travaux, c'est majoritairement derrière nous. Et maintenant, ce qui va faire avancer le pays et qui va le développer, c'est plutôt la robotisation, l'intelligence artificielle, tous les logiciels ingénieux qui simplifient la vie, qui font gagner du temps. On a moins de gens qui se cassent le dos sur des énormes chantiers, on en a plus qui se tassent le dos devant des écrans à faire du développement. En fait, voilà, on va avoir des développeurs qui vont arriver, des ingénieurs aussi dans plein de domaines. Il y a aussi peut-être plus de place pour le loisir. Voilà, faudrait pas ignorer, je pense, toute l'industrie du divertissement à la télévision, les films, les séries, les jeux vidéo. Et là, par exemple, dans ce domaine-là, je pense que les Américains restent encore à la pointe. Même sinon, si on veut comparer dans les pays asiatiques, c'est le cinéma coréen qui s'exporte mieux. Ça reste les Japonais dans le jeu vidéo. Enfin voilà, parce qu'il faut quand même avoir une liberté artistique, etc. Les Chinois avec TikTok, hein. Les Chinois, ils ont TikTok. C'est énorme. Les Chinois, ils ratatagnent tout le monde avec TikTok. Ouais, non, c'est vrai. Ils ont TikTok. Donc dans les réseaux sociaux, ils sont pas en retard, je pense, effectivement. Mais oui, sur tout ce qui est plus divertissement, création originale, films, séries, jeux vidéo, ils sont quand même assez en retard, même par rapport aux Coréens, aux Japonais. Enfin voilà, ça fait pas mal d'éléments déjà. Je vais en rajouter peut-être d'autres au fur et à mesure de la vidéo. Mais déjà, qu'est-ce que vous pensez spontanément de tout ce que je viens d'évoquer? Alors, il faut que je revienne un petit peu en arrière, parce qu'il y a des choses. Il faut savoir que aux alentours du début des années 80, en Chine, il n'y avait eu aucun investissement qui avait été fait depuis 1880. Ouais. C'est-à-dire, la Chine, pendant un siècle, il ne s'est rien passé. Et en l'espace de 30 ans, à peu près, 40 ans, la première fois que j'ai été à Canton, j'ai dû le raconter souvent, mais il y avait un hôtel dans lequel il y avait quelques chambres qui dataient du temps du mandat. Donc, j'ai pris une de ces chambres, et pendant la nuit, j'ai ouvert mes volets. Eh bien, ça faisait un chahut noir, parce que la nuit chinoise est très bruyante, mais il n'y avait pas d'électricité.
Donc en 1980, il n'y a pas d'électricité à Canton. Au Chili, vous y allez, c'est Las Vegas, il y a des avenues, tout est éclairé. Shanghai est certainement l'une des plus belles villes du monde maintenant. Canton, c'était pas croyable. Et vous allez partout, la plus grande ville du monde fait 36 millions d'habitants, elle est au milieu de la Chine. Donc, en l'espace de 40 ans, ce pays a déplacé 500 millions de personnes de la campagne à la ville. Ouais. C'est le plus gros transport de population qui s'est fait dans l'histoire de l'humanité. Ça s'était jamais produit avant. Alors, quand vous faites quelque chose comme ça, c'est un truc qui est très connu des économistes. C'est-à-dire que si vous, on remonte au début des années 80, quand on a commencé ce mouvement, il fallait faire à peu près 1 million de logements par an. Ils ont calculé, bon. Mais pour faire 1 million de logements par an, quand vous n'avez pas d'usine à ciment, quand vous n'avez rien, il faut faire le million de logements, et puis le ciment pour faire les usines, et l'acier pour faire les usines de ciment, etc. Donc, ça déclenche une espèce de croissance qui fait que pour faire 1 million de logements, vous avez besoin d'à peu près de ciment, d'acier, de tout ça, comme si vous en faisiez 1,5 million, puisque vous devez faire 500 000 à peu près pour bâtir l'usine. Ouais. Puis ensuite, quand vous passez à 2 millions de logements, il faut que vous passiez à une capacité d'à peu près 3 millions, parce que vous devez faire les usines d'acier qui vont permettre de faire les 3 millions de logements, etc. Et puis on s'est arrêté à 20 millions de logements. Donc on est passé en l'espace de 20 ans de 1 million de logements à 20 millions de logements. Et à ce moment-là, ils se sont retrouvés avec une surcapacité d'à peu près 25 millions de logements. C'est-à-dire qu'ils avaient bâti, et ce qui est amusant, c'est qu'il ne peut pas en être autrement. Vous pouvez pas faire juste 20 millions de logements. Si vous voulez faire 20 millions de logements, il faut avoir la capacité d'en faire 24 ou 25. Ouais. C'est un phénomène du multiplicateur, c'est connu. Bon. Donc, ils avaient une capacité qui était trop importante. Et ça s'est passé dans tous les développements historiques. C'est-à-dire, par exemple, quand les États-Unis ont fait leur chemin de fer, ça s'est passé de 1840, 1850 à 1873 à peu près, pendant 23-24 ans, à peu près le même temps. Il fallait faire des chemins de fer, de l'acier pour les chemins de fer, mais il fallait faire de l'acier pour faire les aciéries qui feraient les aciéries de chemin de fer, il fallait faire de l'acier pour les gares qu'on mettrait autour des, etc. Donc, ils ont eu un boom absolument extraordinaire qui a duré de 50 à 73, et en 73 d'un seul coup, ben, ils avaient plus de chemin de fer à faire, ils avaient relié tout à tout. Ouais. Et donc, à ce moment-là, ils se retrouvent avec une industrie de l'acier pour faire des chemins de fer, qui est complètement surcapacité, puisque d'un seul coup, la demande passe de, je sais pas combien de centaines de milliers de tonnes d'acier, plus rien. Et donc, vous avez une dépression. C'est ce qu'ils ont eu, une très grosse dépression en 1873, très connue. Et ensuite, quand ça se passe, c'est comment vous négociez cette dépression. Parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, vous avez une dépression dans l'acier, mais par contre, vous avez un boom extraordinaire dans ceux qui prennent le train. Ce que vous appelez la croissance ricardienne. Donc, le grand problème des périodes de croissance comme celles qu'ont connues les États-Unis, la Chine et l'Europe, la France a connu ça de 1945 à 1962 à peu près, aussi, une vingtaine d'années. Le grand problème à chaque fois, c'est vous allez bâtir une industrie d'investissement qui sera automatiquement et certainement surdimensionnée. Vous pouvez pas faire autrement, c'est pas possible. Donc quand arrive la fin de la demande, qu'est-ce que vous faites de ça? C'est la grande question. Et donc si vous prenez par exemple le Bourse de Paris, de 45 à 62, vous deviez avoir des valeurs de ciment, des valeurs de chimie, des valeurs d'acier, des valeurs d'aluminium dans votre portefeuille, c'est tout ce qu'il fallait avoir puisqu'on était en plein dans ce boom. Ouais. Puis à partir de 62, il fallait plus rien avoir de tout ça. D'ailleurs, il y a eu ce qu'on appelle un bear market. Toutes ces valeurs-là sont ratatinées. Et derrière, il fallait acheter les Carrefour, les L'Oréal et tous les trucs. Donc, la Chine a fait cet immense développement, mais à un point qu'on n'imagine même pas. La capacité, les investissements chinois, c'est tout simplement inouï ce qui s'est passé. Et maintenant, il faut passer d'une économie qui peut être dirigée par l'État dans des investissements à une économie qui ne peut être dirigée que par le secteur privé. Ouais. Et là, je vais faire une remarque assez curieuse, c'est quand le moment où tant que l'État fait les investissements, il y a tellement de gens qui s'engraissent
sur le fait que l'État fasse les investissements, qu'il y a assez peu de troubles politiques. Ouais. Mais à partir du moment où c'est plus l'État qui doit faire les investissements, mais le secteur privé et trouver des nouveaux produits, etc., c'est là où très souvent il y a des révolutions, parce que on arrête les investissements, donc les gars qui travaillent dans les hauts fourneaux, ils sont pas contents. Ils vont dans la rue, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est le moment, si vous voulez, où vous passez d'une économie d'investissement à une économie de consommation. Et il y a beaucoup de gens qui ratent cette marche. Par exemple, le Shah d'Iran, c'est à ce moment-là qu'il a été viré pour mettre des crétins à la place qu'on connaît tous. Et c'est un truc assez classique. Donc c'est un moment politiquement dangereux. Et donc ce moment est arrivé en Chine au début des années 2000, vers 2015 à peu près. Et les Chinois qui sont tout sauf bêtes, on dit, c'est donc le moment où il nous faut un pouvoir très fort. Parce que c'est le moment où, d'habitude, la corruption est à son maximum et où les forces de désagrégation sont à leur maximum. Donc, j'ai absolument pas été surpris quand Xi est arrivé, parce que ça voulait dire qu'ils ont compris le mécanisme et qu'il fallait en quelque sorte liquider toute la classe, si vous voulez, sans faire de comparaison historique, mais c'est le moment où vous avez... c'était les Bouygues locaux ou les gens comme ça qui avaient trop de pouvoir en Chine. Donc il faut à la fois distribuer le pouvoir vers le bas, mais pas le distribuer vers des baronnies. Et donc il était indispensable que la Chine rentre dans une période très dure, et en particulier contre la corruption. Et aujourd'hui, donc vous avez maintenant la population qui commence à vieillir, donc ils n'ont plus besoin de croître. Alors, ce qui est d'étonnant, c'est que ils ont réussi à négocier plus ou moins la sortie de l'immobilier, là. Et alors là, je voudrais faire un autre point, c'est que l'immobilier, comme vous l'avez dit d'ailleurs, est un énorme consommateur de capitaux. Les travaux d'infrastructure, les routes, etc., ça bouffe un capital fou. Donc ça exige de dégager une épargne excédentaire. Et pour dégager l'épargne excédentaire, vous faites ce qu'on appelle de la restriction fiscale, vous mettez une monnaie sous-évaluée, vous empêchez les gens d'acheter à l'extérieur, vous faites du protectionnisme, et ce que vous gagnez à l'étranger, c'est une épargne énorme, vous la mettez à développer l'infrastructure, mais une fois que vous n'avez plus besoin de ça, quelle est l'étape suivante? Si vous n'avez plus besoin de ça, vous devez laisser la consommation locale devenir ce qui va porter l'économie locale. Vous n'avez plus besoin des exportations. Donc vous devez laisser monter votre monnaie plutôt que de la mettre en bas. Et alors, pour que votre monnaie monte, il faut que la rentabilité du capital soit bonne. Donc il faut que vous décentralisiez toutes les dépenses d'investissement. Et c'est là où ça devient très intéressant la Chine, parce que les gens ne comprennent pas. Votre graphique qui montre la baisse du prix de l'immobilier. Ça veut dire que la rentabilité dans l'immobilier baisse. Comme ça faisait 40 ou 50% de la croissance pendant les années de hausse, là, automatiquement, si vous voulez, la rentabilité du capital investi dans l'immobilier était au-dessus du coût du capital. C'est-à-dire que vous empruntiez à 3 ou 4 pour faire des maisons et vous les vendiez à 7 ou à 8. Donc ça marchait. Puis quand le prix commence à baisser, vous passez en dessous de 4. Et à ce moment-là, la contraction des maisons arrête et le prix des maisons commence à baisser. Et donc à ce moment-là, à la place de monter les taux d'intérêt dans la période de croissance de l'économie, les taux d'intérêt se mettent à baisser. Et ils baissent. Et le prix des maisons baisse plus. Mais arrive un moment où l'immobilier n'est toujours pas un bon achat. Mais les taux d'intérêt ont tellement baissé que toutes les autres activités sont rentables. Et les gens qui comprennent rien continuent à dire l'immobilier ne repart pas, donc ça va pas bien. Et c'est l'endroit où est la Chine aujourd'hui. Les taux d'intérêt sont à 2, la croissance, les profits sont à 4 ou 5. Donc ça veut dire que la Chine, qui a cru pendant 20 ans uniquement sur l'immobilier, va maintenant croître partout, sauf dans l'immobilier. Déjà, j'ai vu... donc ça va être un boom phénoménal. J'ai pas retenu ce graphique d'ailleurs, mais j'en ai croisé un qui montrait que justement tous les capitaux en fait qui étaient hyper élevés en fait dans le domaine de l'immobilier, de la promotion immobilière, en fait baissaient depuis depuis 2-3 ans hyper rapidement, et que en revanche ils montaient mais à une vitesse absolument fulgurante dans tout le domaine de l'industrie en Chine. C'est exactement ce qui se passe. Donc si vous voulez, la Chine, si j'ose dire, c'est peut-être pas un pays
démocratique. Ouais. Mais c'est un pays profondément capitalistique. Ouais. C'est-à-dire qu'il laisse le marché fonctionner. Parce que nous, dans des circonstances similaires, comme vous l'avez vu par exemple aux États-Unis en 2006, quand le prix de l'immobilier commence à baisser, on baisse les taux d'intérêt artificiellement, on crée une nouvelle bulle pour que les gens rachètent de l'immobilier, etc. Ouais. Ce que j'aime bien dans la Chine, c'est qu'ils ont laissé le marché se nettoyer, alors que nous... Ça, c'est vrai. Ouais. Et donc aujourd'hui, ils ont une économie saine, qui est pas endettée, parce qu'ils sont endettés vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont pas endettés. Donc, ce que je trouve fascinant, si vous voulez, c'est que l'économie manipulée, communiste, avec des faux prix, des fausses monnaies, etc., c'est chez nous. Ouais. Et que l'économie où on a des vrais prix, des vrais taux d'intérêt, etc., c'est chez eux. Et j'ai la faiblesse de penser que quand on laisse le marché déterminer les investissements, et non pas les andouilles chez nous qui ont fait l'inspection des finances, Ouais. eh ben, ça a tendance à mieux marcher. Ouais, effectivement, je Donc, pense je aussi. vois pas, donc, ce que je vois aujourd'hui, c'est que, par exemple, Huawei, qu'on avait essayé de détruire parce qu'ils faisaient des meilleurs réseaux que les autres et moins chers. Bon, ben, Huawei, maintenant, ils ont sorti, je crois, il y a 2-3 mois, une puce électronique dont on pensait qu'ils seraient capables de la faire avant 4 ou 5 ans. Et quand Madame Yellen, qui est donc le ministre Président des de la Finances, commission. elle est ministre des Finances maintenant, elle était avant présidente de la Réserve fédérale, mais aujourd'hui elle est ministre des Finances. Elle est allée et elle s'est beaucoup plainte d'après ce qui est le problème avec les Chinois, c'est qu'ils étaient trop efficaces. Elle leur a dit, en quelque sorte, vous travaillez trop bien, vous faites du très bon boulot, donc vous êtes une gêne pour les autres. C'était absolument marrant parce qu'elle disait, vous nous cassez les pieds à vous gérer votre pays convenablement. Ouais. J'ai vu aussi que... Mais attendez une seconde, ouais. Si c'est le cas, si Madame Yellen dit ça, si vous prenez une vue à 10 ans, à votre avis, qui va être le pays le plus important dans 10 ans? Ah bah la Chine, justement. Ouais. Si les États-Unis continuent à faire n'importe quoi. Ouais. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que la quasi-totalité des observateurs me disent la Chine refuse de stimuler, refuse l'économie, refuse de mettre des taux d'intérêt bas, refuse de faire des déficits budgétaires, quoi qu'ils en fassent un peu. Et donc, ça peut pas marcher. C'est-à-dire que tous ces crétins-là pensent que ce qui crée la croissance, c'est le déficit budgétaire. Et donc, je vois un pays qui, enfin, ne fait aucune de ces bêtises. Et je vous dis, mais bourrez-vous-en, les mecs. Ouais. Arrêtez d'être idiots. Si vous croyez que c'est Keynes et Bruno Le Maire qui fait la croissance en France, eh ben, restez avec vos obligations françaises. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que vous avez un pays qui n'est pas démocratique, mais qui laisse le marché fonctionner, ce qui est un paradoxe extraordinaire. Oui, c'est vrai que Et tout nous, le on monde pensait... est des pays soi-disant démocratiques, mais qui font tout pour empêcher le marché de fonctionner. Absolument. Ce qui est aussi un paradoxe extraordinaire. Ouais. Eh ben, je préfère être dans le deuxième que dans le premier. Ouais. Parce qu'on n'est pas démocratique et on n'a pas de marché. Oui, c'est vrai que... Et du coup, on s'appauvrit à toute allure. Ouais. Eux, les Chinois, ils s'enrichissent. Quand vous allez en Chine, vous êtes stupéfaits. Et alors, ce que les gens ne comprennent pas, des investissements qui ont été faits maintenant, pour aller de Shanghai à Pékin, il fallait 3 jours. Maintenant, il y a un train rapide qui le fait en 3h30. Donc, c'est quand même étonnant, quoi. Mais alors, ce qui est plus étonnant quand vous allez là-bas, c'est que les gens vous disent, oui, mais ils ont besoin qu'on consomme leurs produits, parce que sans ça, ils vont mourir, parce que personne n'achètera leurs produits. 1, ils vont les acheter eux-mêmes. Et 2, aujourd'hui, la Chine exporte beaucoup plus dans les 5 autres pays asiatiques qu'il n'exporte aux États-Unis ou en Europe. Donc, on voit très bien que c'est en train de se passer. Vous avez un groupe de pays qui s'est mis autour de la Chine, qui va avoir une zone monétaire, qui va être branchée sur le yuan. Et la Chine doit fournir les produits industriels à la Malaisie, à l'Indonésie, aux Philippines, le cas échéant à l'Inde s'ils se mettent d'accord. Donc, ils ont besoin de nous comme d'un trou dans la tête. Ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est qu'on arrive dans un monde où plus personne n'a besoin de la France. Ouais. Ni intellectuellement, ni économiquement, on s'est mis dans une telle situation d'imbécilité chronique que les gens maintenant n'ont plus besoin de nous. Mais c'est pas la question, c'est pas est-ce que la Chine va être la deuxième puissance ou la première puissance. La question c'est est-ce que la France existera dans 10 ans? Avec les crétins qu'on a, c'est pas sûr. Donc, ça sert à rien de regarder la Chine. Les États-Unis, c'est pas notre problème. Mais alors la France, c'est le nôtre. Et on est en train de devenir un pays de bronze-cul. Parce qu'on est géré par des corneaux. Donc, la suffisance de ces gens... Mais qu'est-ce qu'il a besoin de faire venir Madame von der Leyen quand le président chinois vient, je veux dire? Ouais. Ouais, elle n'a pas de souveraineté, Madame von der Leyen. C'est lui le souverain français, c'est Monsieur Macron.
Monsieur Xi vient discuter de France, de souverain à souverain, et on lui met la gouvernante de service qui est bête comme une oie et qui est malhonnête, tout le monde le sait. Mais lui le sait encore plus que tout le monde, parce que probablement s'il y avait quelqu'un à corrompre, c'était sans doute Madame von der Leyen, et les Chinois savent très bien corrompre les extérieurs, donc son mari a dû toucher quelque chose. Je pense que oui, à mon avis, c'est pas compliqué. Donc, je suis toujours surpris, si vous voulez, de cette espèce de suffisance de ces gens qui d'abord n'ont jamais mis les pieds en Chine, n'y sont jamais allés, ne comprennent pas ce qui s'y passe, ne comprennent pas la population, mais sont certains quand même qu'ils sont meilleurs. Mais je leur dis, mais meilleurs en quoi? Mais dans quoi vous êtes meilleurs? Ils sont en train de commencer à faire des avions. Mais c'est sûr, ils exportent pas les mêmes choses qu'il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Par exemple, vous allez à Java, maintenant il y a un train rapide qui traverse tout Java qui a été fait en Chine. Et financé par des capitaux chinois. Ils n'ont pas besoin de dollars, ils n'ont pas besoin qu'on leur prête de dollars. Donc je suis stupéfait. Il y a encore 5-6 ans, les gens me disaient, bon, les Chinois, tout ce qu'ils savent faire, c'est des t-shirts. Je leur disais, mais oh, les mecs, vous êtes complètement à côté de la masse. Aujourd'hui, les Chinois, croyez-le ou pas, sont les premiers exportateurs de voitures dans le monde. Alors qu'ils en exportaient pas il y a 5 ans. Justement, là-dessus, il y a une enquête de l'Union européenne. Ça veut pas dire que je suis un gros fanatique de la Chine. Ça veut simplement dire que, mais regardez la réalité. Oui, bien sûr. Vous voyez pas ce qui est en train de se passer dans ce pays, c'est gigantesque. Ce qu'ils ont fait en l'espace de 30 ou 40 ans, c'est inouï. Absolument. Il n'y a pas d'exemple dans l'humanité que ça se soit produit. Donc, vous pouvez pas approuver, pas approuver, j'en sais rien. Mais vous pouvez pas dire que ça n'a pas existé. Absolument. C'est complètement crétin. Et justement, je voulais rebondir sur les voitures, parce que il y a une enquête de la Commission européenne qui a été diligentée, notamment sur la politique d'exportation des voitures électriques chinoises. Parce que dessus, en fait, ils mettent des subventions, ce qui permet de limiter énormément le On n'a pas de prix. subventions chez nous? Ah si, bien sûr, on en a plein. Mais justement, la Commission... Ça fait une voiture électrique à 10 000 euros. Et la Commission européenne se plaint justement que la Chine, en fait, le gouvernement chinois fasse en sorte que la voiture chinoise puisse s'exporter à un prix largement plus avantageux que ce qu'on fait nous en Europe ou même ailleurs. Sachant qu'en plus de ça, on interdit les moteurs thermiques à partir de 2035, donc en fait la voiture européenne des années 2040, elle sera peut-être chinoise. En tout cas, ce qui est certain, je sais pas si elle sera chinoise ou pas, mais ce que les gens comprennent pas, c'est que bien sûr, les Chinois, quand ils exportent des voitures, leur nombre de voitures, c'est eux les plus gros exportateurs. Et d'abord, ils exportent pas que de l'électrique. Mais si vous allez une fois à Java, sur Sumatra, Bornéo, tous ces coins là-bas, il y a 10-15 ans, il n'y avait pas de voiture. Maintenant, c'est plein de voitures. Et c'est toutes des voitures chinoises. C'est-à-dire que les Chinois vous vendent pas une BMW à 80 000 euros. Ils vous vendent un truc qui marche bien, qui passe dans la boue, qui marche, qui tombe pas en panne à 10 000 euros. Et donc, c'est ce dont ils ont besoin, ces pays, parce que c'est des pays qui sont en train de faire émerger toute une classe moyenne. Exactement. Et donc, cet immense développement de la voiture qui va se passer dans tous ces pays-là, l'Europe est complètement mise à la masse. Et ça sert à rien. Et donc, on me dit, donc encore une fois, on revient à ce que disait Madame Yellen, le problème, c'est que vous êtes trop efficace. Si vous voulez faire un train rapide maintenant, au milieu de la jungle pour aller, je sais pas où, dans les Philippines, vous allez demander à la Chine, parce qu'elle vous le fera au quart du prix. D'un Eurostar, ou je sais pas quoi. Et les avions, ça va être la même chose d'ici 10 ans, ils vont être capables de faire voler des avions. Moi, si vous voulez, je dis, mais regardons la Chine. De façon dépassionnée, comme ça. Où suis-je à peu près certain que la rentabilité du capital est supérieure au coût du capital? Bon, c'est en Chine aujourd'hui parce que les taux sont à 2. Donc c'est extrêmement bas. Est-ce qu'ils les ont manipulés? Non, ils y sont allés tout seuls. Est-ce que la rentabilité du capital va monter? Oui, parce que les Chinois commencent à s'intéresser à des tas de trucs. Donc ils vont, une fois qu'ils ont un appartement, ils vont peut-être acheter une voiture et peut-être une deuxième voiture, ou peut-être ils vont acheter un cabinet, un petit truc à la campagne, j'en sais rien, ou alors ils vont aller se balader pour voir ce qui se passe dans les autres pays du monde. Donc, le prochaine grande nouvelle, c'est le boom de la consommation en Chine. La raison pour laquelle ils pouvaient pas le lancer tout de suite, c'était une raison qui était assez simple, c'est que le yen était tellement sous-évalué, le yen qui s'est pété la gueule, j'en ai souvent parlé ici, était tellement sous-évalué
que ça embêtait l'industrie chinoise d'avoir ce concurrent très puissant qui avait une monnaie sous-évaluée. Donc, ils pouvaient pas laisser leur monnaie monter parce qu'à ce moment-là, ça aurait été faire le jeu des Japonais, ça ils aiment pas. Mais maintenant que tout le monde est d'accord que le yen, il faut qu'il remonte, etc., le bouchon qui empêchait le boom chinois est en train de sauter. Donc vous allez avoir un boom extraordinaire en Chine. Il faut se bourrer de sociétés de consommation. Tous les trucs que vous avez vendus, le L'Oréal ou n'importe quoi, en France, vous devez les racheter là-bas. Je sais pas s'il y en a, donc vous rachetez peut-être L'Oréal, j'en sais rien. Ouais. Donc je veux dire encore une fois, les gens ne comprennent rien au fonctionnement de l'économie. Ils pensent que ce qui fait le fonctionnement de l'économie, c'est les dépenses étatiques. Bande de crétins, si c'était vrai, l'Union soviétique serait le pays le plus développé du monde. Hein. Ce qui fait la rentabilité d'une société, c'est la rentabilité du capital est supérieure au coût du capital. Bien voilà. Sûr. C'est pas le cas en France. C'est le cas en Chine. Donc, si vous avez de l'argent en trop, vous le mettez dans des actions françaises qui vendent en Chine. Vous achetez Schneider. Ouais. Et comme ça, vous embêtez pas. Donc, encore une fois, mais quand est-ce que les Français vont cesser de ces imbéciles, si je peux me permettre, de croire que c'est l'État qui crée la croissance? Si l'État crée la croissance, l'État, il peut créer les conditions de la croissance. C'est-à-dire qu'on a un système juridique et des infrastructures qui marchent à peu près. Ouais. Ce qui était la grande idée du gaullisme. Et on nous a fait des infrastructures et on a fait de l'énergie. Donc l'État s'occupe de l'énergie, ça me paraît normal. Mais qu'ils viennent dire à quelle place doit être la boulangerie et qu'est-ce que doit faire la boulangerie. Ouais. Et à quel prix elle doit vendre son pain. Et à quel prix elle doit vendre, mais foutez-lui bien la paix, quoi. Et donc je reviens à ce que disait ce brave Ronald Reagan, qui disait que la phrase la plus dangereuse dans l'économie, partout, dans la politique, c'était « Je viens de la part de l'État, je suis là pour vous aider ». Si vous entendez ça, vous partez au galop. J'ai pas besoin que l'État m'aide. En tant que libéral, je veux qu'il organise, que la justice marche, que les tribunaux marchent, que la police marche, que l'armée, ça puisse y aller, que j'ai pas d'ennemis, que les gens aient trop la trouille de ma diplomatie. Mais j'ai pas besoin de l'État. Mon but, c'est d'avoir un État qui fonctionne, qui soit neutre et efficient. Je veux pas besoin qu'on m'aide à devenir riche. En tant que libéral, je ne demande rien. J'ai pas de faveur à demander, je m'en fous. Ce que je veux, c'est foutez-moi la paix. Ouais. Et donc, ce que les Chinois ont compris, c'est que vous allez à Pékin, c'est d'une propreté incroyable. Les Chinois crachaient dans la rue, c'était dégueulasse, ça sentait la merde partout il y a 30 ans. C'était dégueulasse, hein, c'était vraiment la crasseux. Aujourd'hui, c'est nickel, on croirait être à Zurich. Il n'y a pas de crime. À Hong Kong, il n'y a pas de crime, il y a des crimes nulle part. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de crime. Les immigrés qui réussissent à passer, ils se tiennent bien. Ouais, donc, si vous voulez, encore une fois, on voit la différence entre un État qui fonctionne et un État qui ne fonctionne pas. Et on me dit que l'État qui ne fonctionne pas, c'est la preuve que c'est une démocratie. Mais non. La première sécurité du peuple, c'est de ne pas être martyrisé par la criminalité. Ouais. Donc, l'effondrement de la sécurité dans nos pays veut dire en termes clairs que nous ne sommes plus en démocratie. Bien sûr, bah déjà tous les pans de l'État régalien ne fonctionnent pas. Rien ne marche dans l'État régalien. Donc on peut pas me dire que nous sommes une démocratie et qu'ils le sont pas. Ouais. Parce qu'au moins, quand vous êtes une grand-mère, vous pouvez sortir à Pékin, vous vous faites pas massacrer. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire donc, que je sais pas qui permet de dire à ces gens-là. Ça s'exprime pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que l'État en Chine est terriblement efficace. Alors certes, le pouvoir politique est sans partage. Nous, il est prétendument avec partage. Oui, on faisait toujours la même. C'est toujours les mêmes. Mais avec du coup, il faut quand même organiser tout un cirque pour voilà. Pour faire croire qu'il était partagé. Mais regardez, par exemple, tous les postes importants sont détenus par d'anciens classiques du Parti socialiste. Bien sûr. Monsieur Fabius, le président de la Cour des comptes, etc., le président du Conseil d'État, ils sont tous d'anciens socialistes et ils ont été élus par personne. Donc ils exercent tous les postes de pouvoir. Ils ont été élus par personne. Donc je vois pas la différence avec le Parti communiste. Hein. Ouais. Il y a une camarilla qui a mis ses gars. C'est vrai. Mais si je devais dire, en Chine ils font du bon boulot. Chez nous ils font du mauvais boulot. Ouais. Donc. Oui, c'est vrai, il y a une grosse différence ah bah moi perso, s'il s'agit de mon argent, c'est sûr, je préfère qu'il soit dans des sociétés chinoises a priori ou des sociétés françaises qui travaillent en Chine. Ou des sociétés françaises effectivement qui font tous leurs bénéfices à encore une fois,
cette espèce de suffisance de tous ces corneaux qui nous expliquent que la Chine, c'est pas une démocratie, alors que, comme je l'ai expliqué, ma mère qui vivait en face de l'UNESCO à Paris, elle était sortie, elle avait 75 ans, elle était sortie, elle s'était fait attaquer, on lui avait volé son sac et tout. Elle osait plus sortir de chez elle, en face de l'UNESCO, dans le 7e. Hein. Elle osait plus sortir de chez elle, et donc vivait derrière des barreaux. Parce que, en Chine, c'est les gamins lesquels elle avait attaqué qui auraient été derrière les barreaux, et elle aurait été libre. Ouais. En France, c'est elle qui était derrière des barreaux, et c'était les gamins qui couraient dans la rue. Donc, là, ce que j'essaie de dire, c'est que la faillite de l'État dans notre pays atteint un tel niveau qu'on ne peut plus dire que ce pays est une démocratie. C'est un mensonge. Ouais. Donc, m'expliquer qu'on peut pas aller investir là-bas parce que eux, ils sont une démocratie, eux, ils sont pas une démocratie et nous, on l'est, c'est me prendre pour une tanche, quoi. Et en plus, ils volent l'argent des autres Français. Donc, c'est vrai. C'est pour ça que ça m'agace beaucoup quand on parle de la Chine, parce que d'un côté, vous avez un État qui fait son boulot, et de l'autre côté, vous avez un État qui fait pas son boulot. Bon, une fois qu'on a dit ça, si vous êtes type à peu près normal, où est-ce que vous voulez aller vivre? Il n'y a pas de Seine-Saint-Denis en Chine, ouais. hein? Moi, je sais pas si j'irai vivre en Chine maintenant sur la question notamment du capital. Bah, c'est sûr, je préfère investir là-bas. Si vous voulez élever des enfants qui sont pas trop couillons, vous avez des écoles qui marchent, vous avez le truc au mérite. Oui, non, mais je dis ça plus pour des raisons culturelles, en vrai. C'est juste ça. C'est pas tellement. Mais vous pouvez vivre à Hong Kong, vous avez toutes les cultures. Mais c'est sûr, oui, si je suis, en revanche, Singapour, c'est très bien. Si j'avais toujours vécu en Chine, je préférerais largement vivre en Chine que aller vivre en Europe maintenant. Ils comprennent pas trop, les Asiatiques, quand ils vont sur vers la Tour Eiffel et qu'on leur dit, il faut pas que vous... Faites attention, vous allez être attaqué et tout. Il y a un terme chinois, je sais plus lequel c'est malheureusement, mais il y a un terme chinois pour désigner justement l'énorme désillusion que les Chinois ont lorsqu'ils arrivent à Paris et qu'ils vont dans des endroits comme justement en bas de la Tour Eiffel ou Gare du Nord, voilà, des endroits comme ça qui en termes d'architecture, de décor sont assez magnifiques, mais comment dire, il y a quelque chose un peu plus bas qui surprend un peu la vue par rapport à ce qu'ils ont vu à la télé. Et ce qu'ils imaginent être Paris. Ils ont souvent une image de la France et de Paris des années 60. Ils ont souvent cette image-là et ils sont un peu déçus lorsqu'ils voient la France en 2024. Si vous voulez, vous pouvez dire à ce moment-là que les Français ont une vision de la Chine qui est celle des années 60 où ils étaient tous malheureux et travaillaient dans la boue, il y avait rien à bouffer et ils étaient ardemment soutenus par tous les gauchistes à Saint-Germain qui étaient tous maoïstes, qui a jamais tué que 60 millions de personnes avec le soutien de tous ces crétins. Et maintenant, comme c'est un pays qui marche et tout, on est en train de lui chercher des poux dans la tête tout le temps. Et je me trompe aussi, mais je crois que la Chine a eu des escarmouches avec le Vietnam en 1777-78, mais que ça fait des... Bon, ils ont eu des guerres civiles terribles, mais ça fait des siècles qu'ils n'ont pas attaqué une puissance extérieure, je crois. C'est-à-dire que la Chine considère qu'elle est l'empire du milieu, c'est-à-dire d'un côté vous avez la mer, là-bas, puis vous avez le Japon qui sont pas tout à fait comme tout le monde, puis vous avez les déserts derrière. Donc la Chine, c'est l'endroit, c'est le centre du monde pour les Chinois. Et l'idée d'aller envahir les autres, ça les intéresse pas. Par contre, ils veulent que les autres fassent preuve d'hommage. C'est-à-dire qu'on envoie 2 poulets et 2 faisans pour montrer on doit quelque chose à l'empereur. Mais sinon, ils ont eu assez peu... Ils ont été envahis par les Mongols, bien sûr, par les Coréens, par les Tibétains. Mais dès que les Tilas avaient envahi, les dynasties régnantes étaient tibétaines, mongoles ou Corée, des trucs comme ça. Mais ils attaquaient pas les autres. C'est-à-dire que la Chine est un univers en elle-même. C'est ça qui est le plus surprenant. Elle n'a pas besoin du reste du monde pour vivre. Et c'est là qu'est le danger, parce qu'un de ces quatre, le monde leur casse tellement les pieds qu'ils peuvent dire, vous savez quoi, je vais faire sans vous. C'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire de la Chine. Par exemple, ils avaient envoyé une flotte pour faire le tour du monde, puis ils en ont eu marre de tous ces étrangers qui faisaient du bruit, qui cassaient tout et qui étaient sales. Et ils ont, je crois qu'il y a un empereur chinois, ça devait être vers le 15e ou 16e siècle, qui a décidé que
personne ne pouvait habiter à moins de 20 km des côtes. Ah oui. Parce qu'ils voulaient plus voir le reste du monde, ça les faisait brère. Ils en avaient marre. Donc ils ont fermé la Chine. Alors après ça les a fait tomber en décadence. Ils se retrouvaient avec les Anglais et les Français qui leur ont mis une branlée. Donc si vous voulez, la tentation de la Chine, c'est vraiment de dire tout le reste du monde, c'est des sauvages. Et tout compte fait, ils nous cassent les pieds. Et donc on se referme sur nous-mêmes. Ouais. Et s'ils faisaient ça, à ce moment, on n'a plus rien, on n'a plus d'industrie. Mais j'ai même dit la population va baisser et tout. Je lui ai dit si la population baisse et qu'ils arrêtent de faire les vis et les boulons dont on a besoin, on va pas faire grand-chose. Hein. Ouais. Oui, nous, rien qu'en France, on a un déficit commercial actuellement de l'ordre de 30 milliards, je crois, avec la Chine. C'est pas rien, quoi. Non, c'est pas rien. C'est vraiment des trucs dont on a besoin pour vendre des trucs à l'extérieur, nous aussi. Ouais. Donc, c'est ça qui me fascine avec la Chine. C'est d'abord la profondeur de l'histoire, si vous voulez. Ça fait 3000 ans, qu'il y a des empereurs de Chine. Et que ça a été très souvent un État centralisé. Alors, de temps en temps, il y avait des guerres civiles avec des seigneurs de la guerre, c'est ce qu'ils appellent les périodes de malheur. Mais chaque fois que la Chine n'a pas été sous contrôle d'un empereur qui faisait régner l'ordre, ça a été des périodes très malheureuses de la Chine. Donc, quand j'étais à Hong Kong, j'étais invité à des dîners où il y avait des Chinois. Et des Chinois. Je veux dire par là qu'il y avait des Chinois qui vivaient en Chine et des Chinois qui étaient des gars qui étaient d'origine lointaine chinoise, mais qui vivaient à Singapour, qui vivaient en Thaïlande, qui vivaient dans toute la grande diaspora. Parce que la plus riche diaspora du monde, c'est la diaspora chinoise. Hein, dans tout le bassin du Pacifique, les Chinois, c'est eux qui contrôlaient tout. Et à l'époque, il y avait un premier ministre à Taïwan qui essayait de rendre Taïwan indépendante de la Chine communiste. Hein. Et tous ces Chinois, aucun d'entre eux n'était vraiment communiste, hein, ils étaient vent debout contre ce gars-là. Parce que pour eux, le pouvoir communiste, aujourd'hui, il est légitime. Ils font ce que l'empereur doit faire, c'est-à-dire des routes, des canaux, des hôpitaux, parce que l'histoire c'est ce qu'avait dit Deng Xiaoping à Carter. Carter lui avait dit, vous faites du bon boulot à Deng Xiaoping, mais ce qui est embêtant, c'est que vous avez des prisonniers politiques, c'est pas bien, le Daogai, tout ça, c'est pas bien. Et Deng Xiaoping lui a dit, c'est une idée intéressante. Vous en voulez combien? 100 000, 200 000, 500 000, 1 million? Si vous voulez, vous repartez avec. Hein. Fin de la discussion, quoi. C'est que gouverner un pays comme la Chine dans une période où il faut mobiliser l'épargne, rebâtir tout et tout, c'est sûr, vous pouvez pas le faire de manière tout à fait démocratique et transparente. Il faut le faire de façon efficiente, mais ce qu'il y a de certain, c'est que c'est qu'ils y sont arrivés. Et donc, je prétends que s'il y avait des élections en Chine aujourd'hui, le Parti communiste chinois aurait 80% des voix. Quoi. Oui, je pense quand même, oui. Donc c'est ça la vraie question. Mais à ce moment-là, tous les crétins à Bruxelles me diraient, d'accord, c'est un pays où il y a des élections, mais qui est illibéral. Vous savez, c'est la Hongrie en étant le parfait exemple. Ouais. Mais oui, mais est-ce que avoir des gens qui ne font pas la volonté du peuple comme chez nous, c'est démocratique? Parce que nous, ça fait 30 ans qu'on nous parle de choses dont on ne veut pas entendre parler, et 30 ans qu'on ne règle pas les problèmes dont tout le monde veut qu'on les règle. Donc, si vous voulez, le fait qu'on ait des élections où seuls les gars qui peuvent parler dans le poste sont élus, je vois pas la différence avec Ouais, bien sûr. Non, on n'est pas une démocratie à partir du moment où des questions qui sont considérées comme importantes, dans lesquelles il y a une claire majorité contre ce que fait le pouvoir depuis 40 ans, se fait sans cesse taper sur les doigts en leur disant, vous comprenez, comme le truc de la Constitution européenne. Voilà. On n'en veut pas, on l'est quand même. La Constitution européenne, la question de l'immigration, récemment on en avait parlé avec le Conseil constitutionnel. Enfin voilà, tout ça, quoi. C'est des questions qui, par exemple, à même pas 500 km de chez nous, de Paris en Suisse. Cet animal de Fabius, il vient de dire, si vous réservez les avantages sociaux aux Français, ça n'est pas constitutionnel. Ouais.
Mais moi, je n'ai rien à foutre. Ouais. C'est l'interprétation que M. Fabius fait. C'est son interprétation. Moi, j'ai envie de dire à M. Fabius, il est urgent que vous donniez votre démission. Et on a envie de dire, si jamais c'est pas constitutionnel, mais que tout le monde le veut, bah, le problème, c'est pas le peuple, c'est la Constitution. Et à ce moment-là, faut la changer. Une Constitution, elle est pas inscrite dans le marbre. On est à la 5e République, quand même, en même pas 250 ans. Attendez, 5e République, 2 royautés, 2 empires. Oui. Et il y a eu tout un tas de modifications depuis constitutionnelles. La Constitution américaine, on a eu, je crois, 10 régimes différents en France. Ouais. Ils en sont toujours au même. Ouais. Donc, que M. Fabius me parle de la Constitution, ça me fait doucement rigoler. Bien sûr, bien sûr. D'abord, dans une Constitution normale, comme le disait De Gaulle, il n'y a pas de Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est le peuple qui vote. Faut quand même rappeler que dans la Troisième République, il n'y avait pas de Conseil constitutionnel. La France n'était pas pour autant une dictature. Enfin voilà. Je veux dire, ce que M. Fabius considère comme non constitutionnel, non conforme à la Constitution, en Suisse, on appelle ça un référendum du dimanche, quoi. Je veux dire, c'est une question tout à fait normale qui se pose, en fait. Il y a même pas de... On demanderait aux Suisses, est-ce que vous êtes d'accord pour que les avantages sociaux qu'on donne aux Suisses soient donnés aux non-Suisses? Il dirait probablement, ça là une idée qu'elle est bizarre. Ouais. Il ne vendra pas l'idée qu'elle est inhumaine ou inconstitutionnelle. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Et d'ailleurs, je sais même plus d'ailleurs, si... je me demande comment un type qui a un casier judiciaire, comment il peut être au Conseil constitutionnel, ça. Ah bah comment mais aujourd'hui la question inverse se pose. Est-ce que pouvez-vous siéger Roland Dumas, ils avaient tous des casiers judiciaires, mais comment est-il possible qu'un gendarme ne puisse pas avoir un casier judiciaire et qu'un juge puisse en avoir? Oui, ça en dit beaucoup. Sachant aussi que... Ça explique le côté constitutionnel de M. Fabius. On sent qu'il a la loi chevillée au corps. Bien sûr. Et puis aussi, enfin, je veux dire, ils sont juristes comme je suis curé. Enfin, je veux dire, ils ont un degré de compétence juridique à peu près au niveau du sol, même au niveau de la mer. Donc bon, ils ont pas énormément de leçons à donner là-dessus. Encore une fois sur la Chine, la démographie. Comment ils vont gérer leur démographie? Parce que ça va être ils vont la gérer challenge. Tranquillement. D'abord, ça leur lève une certaine épine du pied parce qu'ils ont à peu près leur population, ils ont plus besoin de créer à peu près 20 millions de jobs par an parce qu'il y avait 20 millions de gars qui arrivaient sur le marché du travail par année, ce qui était le cas il y a 20 ans. Donc déjà, ça va leur permettre de plus avoir le pied au plancher sur toutes les dépenses d'infrastructure comme ils l'ont eu. Bon. Ensuite, la société confucéenne est faite ainsi que dans une société, il faut s'occuper des vieux, mais les vieux s'occupent d'eux-mêmes. Je veux dire par là, ils sont extraordinairement actifs. Par exemple, au Japon, vous avez des tas de vieilles dames qui sont là et qui vont nettoyer le métro sans arrêt. Bon, on les paye des cacahuètes, mais en même temps, elles sont toutes ensemble, elles rigolent sec, elles vont nettoyer le métro toutes ensemble. Le problème, en plus, vous prenez Hong Kong comme une idée de ce que fera la Chine dans le futur, ce qui est un peu une espèce de laboratoire, c'est pas faux. Il y a 20 ans, l'espérance de vie à Hong Kong était de 78 ans. Je crois qu'elle est à 91 ou 92 aujourd'hui. Ah ouais. Ah bah oui, c'est la plus longue espérance de vie au monde. C'est l'espérance de vie la plus longue au monde. Parce qu'ils bouffent bien, parce qu'ils sont soignés gratuitement, et donc ce qu'on voit pas, c'est que par exemple, pendant ce temps-là, l'espérance de vie aux États-Unis est passée de 78 à 75 ans. C'est-à-dire, ce qu'on ne voit pas, c'est que ces sociétés confucéennes sont terriblement organisées autour des vieux. Et on se débrouille quelque part pour qu'ils aient un rôle je sais pas, d'aider les enfants à sortir des écoles, vous voyez, des trucs, de nettoyer le métro, et moi je trouvais ça au poil quand j'étais à Hong Kong, parce que à un moment j'ai demandé à mon fils, là, il y a une espèce d'escalier roulant qui monte au milieu de Hong Kong, et il y avait toujours des vieilles dames qui étaient sur une petite place qui étaient là, et qui parlaient, il y avait un ensemble de vieilles dames qui étaient là, bon, je disais mais qu'est-ce qu'elles foutent là, pourquoi elles viennent toujours là? Alors il s'est renseigné, parce que c'est un bon fils. Et on lui a appris que c'était là, qu'il y a à peu près 40 ans avant, il y avait un jardin public, qu'on l'avait enlevé pour mettre le machin, mais que les dames se retrouvaient dans le jardin public, et que 40 ans après, elles se retrouvaient à l'endroit où il y avait le jardin public. Ah ouais. Donc c'est des sociétés extraordinairement traditionnelles qui sont... Et je crois que dans les sociétés traditionnelles, comme le Japon par exemple, il est possible que vieillir, ce soit pas un aussi grand drame qu'en Europe, où on vous laisse
Maintenant, on vous autorise à vous piquer. Parce que vous servez plus à rien. Ouais. Je crois pas qu'un vieux dans une société confucéenne se dise, peut-être dans une société méditerranéenne, je crois pas qu'un vieux en Grèce ou un vieux en Italie se dise, je sers plus à rien. Ouais. Ce que je veux dire, nos sociétés sont arrivées à un tel point d'égoïsme frénétique que les vieux, il faut maintenant leur donner la possibilité de se piquer parce que oui, on conçoit pas. Déjà, on conçoit la vieillesse comme juste un état de retraite, comme des retraités. Et effectivement, je pense qu'on n'a pas la bonne approche, surtout qu'on peut pas avoir une bonne approche avec la retraite par répartition, dans une société qui décroît démographiquement, dans laquelle il y a un vieillissement de la population, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les vieux, ils seront 40% de la population, donc ça va être compliqué. C'est pour ça que notre université de l'épargne, dont je dis le plus grand bien qu'elle n'existe pas encore, c'est ce qu'on apprendra aux gens. Ça paraît rigolo, mais par exemple, les vieux en Asie, le marché des actions, ça les intéresse vachement parce que justement, ils se retrouvent, ils échangent des tuyaux, ils spilent, ils s'amusent. Et donc, gérer sa retraite, ça peut être une activité pas à plein temps, mais qui vous permet de rester éveillé, quoi. Mais alors, est-ce qu'en Chine, à votre avis, il va quand même y avoir une augmentation des transferts de richesse vers les actifs, vers les inactifs, ou est-ce qu'ils vont réussir à se débrouiller? Non, parce que les inactifs, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'ils partent de très bas. Donc, vous savez que moi j'ai été dans les affaires toute ma vie et quand j'avais eu des associés dans une vie précédente. Et quand vous êtes dans une firme comme ça et que les affaires vont bien, tout le monde est d'accord pour partager les profits à venir, qui sont pas là. Mais alors, si on commence à perdre du pognon, la façon dont on se répartit les pertes, on se met sur la gueule avec un enthousiasme absolument considérable. Ce que je veux dire par là, c'est que le niveau de vie continue à monter en Chine. Ouais. C'est beaucoup plus facile de faire monter le niveau de vie des vieux. Oui, c'est vrai. Peut-être un peu moins que le niveau de vie des actifs, mais il n'y a pas à faire baisser le niveau de vie des actifs pour maintenir le niveau de vie des vieux. Alors là, c'est ce qu'on essaye de faire en France. Ouais. Et ça peut pas marcher. Ouais. Ça, c'est gros de tous les troubles. D'accord. Donc c'est pas un si gros problème que ça, selon vous? Mais non, le niveau de vie des vieux va continuer à monter tranquillement. Ok. Et puis, quand vous êtes en Asie, je vais encore dire une grosse bêtise, mais quand je suis en Asie, comme malheureusement, j'ai pas l'air d'avoir 20 ans, les gens me regardent avec respect, essayent de m'aider dans le métro, se précipitent pour m'aider à traverser la rue parce que j'ai l'air complètement gâteux déjà, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une attitude naturelle qu'on avait dans mon enfance vis-à-vis des anciens. C'est un ancien, je lui dois le respect. Et ça aide beaucoup les anciens à vivre. Ouais, bien sûr. Le problème, c'est que en France, moi j'ai un respect des anciens. Le problème, c'est que en France, les anciens, c'est des boomers. Donc, mais ça fait rien, ça. Mais en plus, ils prétendent qu'ils sont pas anciens. C'est pire que tout, ça. Ils prétendent qu'ils ont toujours 20 ans et qu'ils sont toujours capables de sauter, de danser, je sais pas quoi. Les boomers, leur caractéristique, c'est que jamais ils vieilliront, jamais ils mourront. Mais jamais ils deviendront sages. C'est possible. Ouais. Mais en même temps, c'est pas certain. Donc, c'est que dans la civilisation chinoise, il y a quand même une place pour les anciens qui est très, très, très importante. Ils prennent plus de décisions, mais ils conseillent. J'aime bien ça, moi. Ouais, effectivement. J'aime bien ça. Donc, c'est une société dans laquelle, par exemple, littéralement, vous définissez la démocratie et le bien du peuple par l'absence de criminalité et de troubles. Donc, nous, on définit la démocratie. Est-ce que je peux exprimer mon mécontentement? Est-ce que je peux gueuler dans la rue? Est-ce que je peux participer à des manifestations? Eux, ils expriment la démocratie en disant, est-ce que la rue est calme? Est-ce que les petits vieux peuvent se promener? Est-ce que... Donc, ils ont c'est curieux. Ils ont une espèce de définition collective du bien public. Et nous avons tout défini, en fait, que j'ai le droit de me révolter et dire que je suis pas d'accord. Oui, mais si t'es un gros con, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ce que je veux dire. Donc c'est vraiment une façon différente d'approcher la collectivité. C'est-à-dire que quand un jeune fait une connerie grave dans le monde confucéen, c'est toute la famille qui est déshonorée. Il y en aurait des déshonorés en France. Hein. Ouais, c'est clair. Oui, aujourd'hui, quand c'est un jeune qui fait une bêtise, c'est une faillite de l'État. Et il faut surtout pas qu'on le gronde trop fort. C'est parce que la victime
il avait marché sur le pied ou avait refusé une cigarette ou je sais pas quoi, donc il méritait la mort, quoi. Ouais, bien sûr. Donc c'est pas du tout la même chose. C'est vrai, ça c'est une différence culturelle absolument donc, énorme. Pour les gens de l'Asie, la rue paisible, c'est une preuve d'une société qui marche. Ouais. Et j'ai une dernière question avant de conclure cette émission spéciale Chine. Il y a quelques années encore, quand j'étais au lycée ou même au collège, on venait me présenter les langues qui étaient possibles d'étudier. La Chine, c'est pas un cadeau. Hein. Et alors le chinois c'était pas un cadeau. Moi j'ai pas fait pour l'écrire. Hein. Voilà, moi j'ai pas fait ce choix-là. En fait, tout ce qui était dans un alphabet autre que celui que je connaissais. J'avais une petite flemme, il faut dire. Donc, mais écrire, c'est la galère. Hein. J'ai choisi d'autres langues. Donc, j'avais l'anglais comme tout le monde, et ensuite j'avais l'espagnol et l'italien. J'ai choisi l'italien parce que voilà, je connaissais déjà un petit peu de vocabulaire, et puis parce que j'allais souvent en Italie, donc c'est une langue que j'ai un petit peu utilisée. Mais les profs de chinois qui venaient nous présenter le chinois, ils nous disaient voilà, dans quelques années, vous allez être obligés de parler chinois parce que ça. Rien du tout, comme les Chinois sont pas flemmards, voilà. Ils parleront tous anglais, vous vous tracassez pas. Alors effectivement, et ils parlent le Peking English, qui est autre chose. Moi, quand j'avais mes réunions d'investissement, quand j'étais à Hong Kong tous les matins avec mon fils, il y avait des tas de Chinois autour de la table parce il y avait plein d'employés chinois. Et là, mon fils me se tordait de rire parce que je faisais un mal pour comprendre, me donner un mal pour comprendre des Chinois qui parlaient l'anglais. Parce que ça, c'est autre chose aussi. C'est une forme d'anglais un peu spéciale. Et donc j'étais concentré. Et mon fils, qui avait l'habitude, puisqu'il a vécu en Chine pendant des années, lui, ça le faisait marrer. Mais moi, ça me faisait pas marrer parce que je voulais comprendre ce que lui disait, quoi. C'était vachement difficile. Hein. Ouais. Mais du coup, bon, on a les arguments qu'on peut, hein. Ils nous vendaient le truc avec ce qu'ils avaient. Mais, il y avait quand même cette idée que, la Chine, comme c'était un pays en énorme croissance, peut-être que demain, on irait travailler en Chine comme on irait travailler en Allemagne ou aux États-Unis. Oui, en Allemagne, volontairement, c'est connu comme Georges Marchais, oui. Il y en avait des tas qui étaient en Allemagne travailler, oui, ça se fait très bien. Effectivement, il y en a plein. Quelques-uns qui étaient forcés, et puis quelques-uns qui sont allés volontairement comme les communistes. Non, oui. Pour répondre à votre question, elle est assez simple, si vous voulez, c'est que les empires se développent sur ce qu'on appelle une lingua franca. Ouais. C'est-à-dire, ça a été donc le romain, puis surtout le grec. Le grec était beaucoup plus important que le romain dans tout l'empire. Puis de là, on est passé au français un petit peu dans la France du XVIIe et du XVIIIe. Il y a eu l'espagnol, mais pour aller en Amérique latine. Et puis maintenant, c'est l'anglais partout, la lingua franca. Et ça, c'est pas prêt de changer. Hein. Bien sûr. Mais je veux dire, c'est parce que il y avait pas mal de gens qui pouvaient émigrer vers la Chine pour. Les Chinois, ils sont pas envie d'avoir vous avoir. Hein. Mais alors, personne n'ira en Chine. Hein. Ils s'en fichent d'en avoir. Ils ont pas du tout envie d'avoir des gens de l'extérieur. Ils en ont besoin comme d'un trou dans la tête. Hein. D'accord. Ils en ont besoin si vous êtes extraordinairement compétent dans un domaine dont ils auront besoin. Alors à ce moment-là, ils vous accueillent avec bonheur, si vous voulez. Je connais un gars qui est prof de maths à Normal Sup, un grand spécialiste des chaînes logistiques, etc. Pour lui, il donne des cours en Chine, ça va, et là, ils sont très contents de l'avoir. Mais si c'est pour être un ingénieur dans la sidérurgie, ça... ils en veulent pas, ça. Non, c'est pas ça. Ils en ont tellement ils sortent plus d'ingénieurs en un an que les États-Unis en 10 ans. Donc. Parce que j'ai vu que justement, la Chine intéressait pas mal, même des Français, des Occidentaux de manière générale, pour aller y bosser. Aujourd'hui, beaucoup moins quand même aussi. Avec la conjoncture internationale n'aide pas, c'est sûr. Mais en plus, vous pouvez aussi aller, si vous voulez, vous allez dans l'océan Indien, vous marrerez beaucoup plus et ce sera beaucoup moins dur que la Chine. Parce que les Chinois, ils bossent comme des malades. Si vous voulez faire rire un Chinois, vous lui parlez des 35 heures. Ouais. Ça le met dans un état de bonheur, mais alors il n'en peut plus de rire, quoi. Ouais, c'est clair. Le coup de gouvernement qui empêche les gens de traverser plus de 35 heures, ça le fait rire. Oui, c'est sûr, ça doit être une très bonne blague. Les Chinois, ils adorent bosser, ils sont travailleurs, ils sont ingénieux. Le problème des Chinois, c'est qu'ils sont trop efficaces. C'est ce que von der Leyen leur reproche quelque part un peu. Il y a de ça. Soyez comme nous, élisez des bons à rien, qui nous feront passer des lois à la con. C'est beaucoup plus simple. Qui empêcheront les types plus valables de réussir. Donc, non, effectivement, chez nous... La méritocratie, c'est plutôt en Chine aujourd'hui qu'en Europe. Hein. Oui, je crois aussi. On est, comment on appelait ça, l'ineptocratie. Mais si vous mettez une ineptocratie face à une méritocratie,
le combat est pas juste. Oui, bien sûr. En Europe, tous nos dirigeants se demandent comment ça se fait que notre croissance elle est en berne, etc. Dès que vous faites des trucs, c'est juste pour réglementer. D'abord, pour la croissance en berne, il devrait pas se poser la question. Il devrait quitter le gouvernement, essayer de montrer une entreprise. Il reviendrait peut-être au gouvernement, il saurait quoi faire. Ouais. On a des types, il y a des types qui d'abord font ça, par exemple Thierry Breton avec Atos, il a foutu en l'air, Atos, voilà, qui foutent le groupe en l'air, et ensuite ils viennent à la Commission européenne pour dire aux autres comment perdre de l'argent, mais comment perdre de l'argent de manière efficace. Mais de façon écolo. Ouais, aussi écolo, oui. C'est important de perdre de l'argent de façon écolo, alors que perdre de l'argent de façon non écolo, ça c'est vraiment pas acceptable. Effectivement. Et encore moins gagner de l'argent en n'étant pas écolo, ça c'est le pire de tous les crimes, ça, voilà. Ça c'est vraiment. Je pensais même pas que c'était possible. Vous m'apprenez des choses, il faut qu'on s'y mette tous les deux. Oui, il faudrait peut-être qu'on s'y mette, effectivement. C'est une grande idée d'avenir, je pense. Donc, voilà pour conclure cette émission sur la Chine, qui aura duré, du coup, un petit peu plus d'1 heure. Voilà, c'était un sujet je suis en train de travailler pour savoir comment investir en Chine, parce que je pense que le moment, après 20 ans de baisse du marché des actions, je pense que le moment va arriver de revenir. Donc, c'est justement le sur lequel je suis en train de travailler. Je suis pas encore arrivé à des résultats parfaitement probants, mais, dans ces cas, je reviendrai. Bien sûr. Et puis, encore une fois, la macroéconomie, la situation générale du pays n'a pas forcément de lien direct avec celle de la finance. On le voit en France, où c'est l'inverse. Le marché des actions performe parce que bien. Les actions, elles sont ailleurs. Voilà, exactement. C'est 73% des profits du CAC 40 qui sont faits à l'étranger maintenant, et c'est en augmentation quasiment constante. Heureusement, il y a les FADA là qui vont prendre ces profits qui sont pas faits en France, qui appartiennent pas à des Français, et qui vont faire enlever le siège de Total de Paris pour aller le mettre à New York. Voilà, et tout ira mieux. Et tout ira mieux, comme ça, on n'aura plus de société criminelle à Paris. Voilà, ce sera génial. Et comme ça, on n'aura pas de société énergétique, ou du moins pas de société énergétique qui fait des profits à Paris, parce que ça, on n'en veut pas. Voilà. Donc voilà, pour terminer cette émission, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je précise qu'elles sont disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify et sur Apple Podcast. Que nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook également. Que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Également laisser un commentaire, un pouce en l'air si vous avez apprécié. Que vous pouvez partager aussi la vidéo sur vos groupes de famille, à vos amis ainsi qu'à vos ennemis. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion, et merci encore. Merci beaucoup.